Mesdames, Messieurs, bienvenue sur ce plateau de l'émission Au cœur des législatives. Cette tribune, la RTB et le Conseil supérieur de la communication l'offrent aux partis politiques engagés dans la course aux législatives. Comme invité aujourd'hui, 6 partis, 4 ont répondu à notre appel. Il s'agit du mouvement panafricain des Forces Unies pour le travail, l'Union et la Renaissance, MP Futur, que représente M. Joseph Nakoulma. Le deuxième invité nous vient de l'Alliance des Forces pour l'Alternance, AFA. Il s'agit de M. Ned Norma Edouard Zabré. L'ADF-RDA, l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain est présente sur ce plateau avec Mme Rose-Marie Sawadogo Nowudraogo. Et notre quatrième invité est le représentant de l'Union des forces centristes UFC. Il s'agit de M. Issa Balima. Bienvenue à vous qui êtes sur ce plateau. En rappel, 2 partis n'ont pas répondu à l'invitation du Conseil supérieur de la communication et de la RTB. Il s'agit du parti OPD, les ouvriers de la paix et du développement, et le parti NTD, le nouveau temps pour la démocratie. Je pense que c'est cela, NTD. Bienvenue donc à vous qui nous suivez sur la télévision du Burkina. Avant de commencer, Monsieur Nakoulma, une de nos invitées, pour ne pas la nommer, Mme Sawadgo, disait au début de cette émission que sans solidarité, on n'arrive à rien. Si vous êtes élu député le 22 décembre, quelle pourrait être votre contribution à la solidarité au plan national, surtout dans ce contexte où il y a beaucoup de déplacés au Burkina Faso? Merci beaucoup d'abord pour cette opportunité que vous nous offrez en fait de nous exprimer dans ce sens. Et merci bien pour la question. Effectivement, sans solidarité, on ne peut vraiment pas arriver à quelque chose. Si toutefois je suis élu député pour les élections à venir du 22 novembre, nous travaillons dans ce sens-là, toujours dans le, toujours dans le but de la solidarité, le partage. Bien sûr, si vous voyez vraiment la signification de notre parti MP Futur, c'est surtout l'union. Et qui dit union parle de solidarité. Nous allons bien sûr travailler en accord avec bien sûr les autres partis, en accord avec les autres bien sûr députés, aller vers les déplacés bien sûr, les entendre, les écouter et voir dans quelle mesure nous pouvons éventuellement être en accord, travailler dans le but vraiment de trouver une solution bien sûr à toutes ces questions-là. Alors, M. Zabré, comment pourraient les déplacés ont déjà parlé, comment pourrait se dessiner une solution définitive pour eux en termes de solidarité? Je dirais que l'AFA n'a pas attendu ces moments pour aller à la solidarité. Je vais juste faire un petit rappel. AFA, depuis la survenue de la COVID-19, AFA a été l'un des partis politiques, je dirais, à aller vers les populations en leur octroyant des masques, en faisant des gels, en distribuant cela aux populations et aux forces de défense et sécurité. Pour revenir aux déplacés, nous savons tous qu'aujourd'hui, parler de déplacés, c'est parler de l'insécurité. Aujourd'hui, notre objectif, au-delà du fait qu'ils puissent être sur des sites aujourd'hui qui, plus ou moins, les prennent en charge, c'est déjà être aux côtés d'eux. Être aux côtés d'eux, ça veut dire en matière de santé, en matière d'eau, en matière d'assainissement et bien sûr en matière de réalisation de soi. Nous pensons qu'il faudra tout faire d'abord, pour leur donner un cadre de vie décent et œuvrer véritablement à ce que la sécurité revienne dans les zones où ils sont pour qu'ils puissent repartir vers là d'où ils viennent afin de reconstruire leur bien-être en conformité avec ce que notre Constitution dit, vivre dans un pays libre et indépendant. Et nous pensons que pour nous, le plus important pour les déplacés, c'est de le mettre en phase avec ce que chacun de nous est et bénéficier de l'hospitalité légendaire des Burkinabés, à savoir
le Diatigua, comme les Djoula aiment le dire, les prendre avec nous, leur donner le peu que nous avons, partager tout ce que nous avons, afin qu'ils se sentent véritablement burkinabés, afin qu'ils se sentent pris en compte dans le schéma directeur du développement entier de notre pays. Donc nous pensons que, en ce qui concerne les déplacés, la tâche urgente, c'est sécuriser les zones d'où ils viennent afin qu'ils puissent retourner et vivre là où ils étaient, parce qu'ils avaient essentiellement construit là-bas et par la force des choses, ils ont été déplacés. Personne ne veut être déplacé. Nous savons ce que ça coûte et nous pensons qu'il faut ouvrir à ce qu'ils puissent retourner chez eux dignement et vivre correctement. Madame Sawadego, quand on parle de déplacés aujourd'hui à l'ADF-RDA, quel est votre sentiment et qu'est-ce que vous faites pour manifester votre solidarité en direction de ces déplacés-là? Je vous remercie et je vais vous dire que le fondement de l'ADF-RDA, c'est la paix. Et la paix, j'ai une citation de Fouad Boigny que j'aime beaucoup et que je vais vous lire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous n'avons qu'un objet de haine, la guerre. Qu'une seule obsession, la paix. La paix des cœurs, la paix sociale, la paix entre les nations. Et nous pensons, nous, à l'ADF-RDA, que si le Burkina Faso veut être un pays de prospérité, un pays où il fait bon vivre, où chacun a sa place et chacun contribue au développement, il faut que nous nous attelions à ce qu'il y ait cette paix. Et c'est pourquoi, comme a déjà eu à le dire mes deux prédécesseurs, nous sommes allés auprès des personnes déplacées. Nous avons discuté avec elles et l'une de leurs préoccupations majeures, c'est le retour chez elles. Aussi, il faut prendre en compte dès à présent le problème psychologique. Parce que partir de chez soi, dans les conditions où elles sont parties, parce qu'il y a eu des attaques, elles ont perdu des personnes chères, elles ont dû fuir en laissant tout derrière elles, il faut qu'on puisse les soutenir psychologiquement. Et il nous faut également sécuriser les zones d'où elles sont parties afin de pouvoir les ramener dans la sécurité. Et à ce moment, lorsqu'elles auront retourné dans leur région d'origine, les aider à se reconstruire parce qu'elles ont tout perdu. Il faut qu'à ce niveau, il y ait un appui qui puisse leur permettre de reprendre leurs activités, de reconstituer leur cheptel, de pouvoir reprendre leur récolte, ou bien, parce que nous sommes actuellement au moment de récolte, elles ont tout abandonné, les champs ont été semés, mais elles n'ont pas pu récolter. Et donc, il faut cet appui et cette présence des autres Burkinabés pour montrer qu'elles font partie intégrante d'une nation et d'une nation solidaire et d'une nation de cohésion et d'amour. Monsieur Baliman, vous représentez sur ce plateau l'UFC. Quand on parle de problématique des déplacés, de solidarité, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Avant tout propos, je souhaiterais qu'ici on observe une minute de silence pour nos 14 compatriotes qui sont tombés, dont les corps sont toujours fraîchement posés à Dori, qui attendent d'être inhumés lundi soir. Avant de répondre à la question, je voudrais qu'on plante le décor pour dire que pour nous à l'UFC, le rôle du député est constitutionnellement défini. On n'a pas besoin de démagogie. Très rapidement, le député vote la loi et il faut veiller à ce que ce soit de bonnes lois applicables dans notre contexte. Le député contrôle l'action gouvernementale. Il faut le faire de façon patriotique, pas avec complaisance. Le député, enfin, consent l'impôt. Il faut le faire de façon raisonnable et intelligente pour que notre système d'imposition soit assez attrayant pour le dynamisme des affaires. Et donc, pour revenir à la question des déplacés. Pour revenir à la question des déplacés, madame, je vous dirais que c'est triste
pour nous de constater que pour bon nombre de Burkinabés, la banalisation de la vie des Burkinabés, la banalisation de la dignité des Burkinabés est devenue un mode de vie. Il faut qu'on arrête. Aujourd'hui, les déplacés ont plus besoin d'une dignité restaurée, retrouvée, que de la générosité de qui que ce soit. C'est triste et insupportable quand un chef de famille doit courir avec ses baluchons devant après l'assassinat de ses enfants, où une mère assiste impuissamment à l'assassinat de ses enfants, alors que, de façon organisée, nous avons des Burkinabés qui ont été commis à la tâche de sécurisation du pays avec un chef d'État qui est le chef suprême des armées. De l'histoire de notre pays, nous n'avons pas connu un tel recul. Nous n'avons pas connu un tel bafouement de la dignité et de l'honneur des Burkinabés. Hypothéquer l'intégrité du territoire, hypothéquer même la vie des Burkinabés sur leur territoire, c'est du jamais vu, et nous pensons qu'un sursaut s'impose. Le sursaut-là s'impose sur le terrain. Il faut dépasser l'orgueil qui anime certains qui le dirigent aujourd'hui pour comprendre que le pavillon Burkina Faso, le bon vivre dans le pavillon Burkina Faso ne peut être une réalité que dans le cadre d'une stabilité et d'une cohésion du pays. Alors, M. Nkrumah, on a parlé tantôt d'assistance psychologique. Qu'est-ce que, en termes de législation, on peut faire pour que cela soit facile à exécuter sur le terrain? En termes de législation, ce qui est faisable pour vraiment assister les déplacés psychologiquement, si le député en lui-même ne peut pas se lever, en fait, même s'il veut bien faire exécuter dans ce sens-là, non. Si le député s'est voté des lois, il faudra d'abord qu'il y ait des lois que l'on propose dans ce sens-là et voir dans quelle mesure cela peut se faire. Et on travaille sous commission, qu'on puisse quand même voter des lois pour bien sûr voir est-ce que faut-il connaître bien sûr des psychologues dans ce sens-là pour les assister comme ça se fait d'ailleurs en Europe un peu partout. Si le député de son propre chef ne peut pas, même s'il a les moyens, le faire. C'est comme le président vient de le dire, c'est pas en tant que tel de la passion ou bien les déplacés n'attendent pas de la part des députés, comment on appelle, je ne sais pas, de la pitié en tant que non, ça va au-delà de là. Donc en termes de psychologie, il va falloir d'abord voter des lois et on travaille sous condition bien sûr au préalable, voir si cela est faisable et comment en fait mettre cela en pratique sur le terrain et éventuellement aller dans ce sens-là. Monsieur Zabré, pour revenir à vous, certains pensent que finalement, parmi les institutions budgétivores, il y a l'Assemblée nationale et les députés, et que finalement, cela ne sert pas à grand-chose d'avoir autant de députés. Comment vous voyez votre rôle? Qu'est-ce que vous pensez apporter au Burkinabé pour le coût de fonctionnement que représente l'Assemblée pour la nation? Bien, merci. En fait, vous posez là une question modale de notre dispositif législatif et politique d'une façon générale. Le nombre de députés, c'est vrai, on peut en discuter. Mais la question fondamentale qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, dans le découpage administratif qu'il y a, est-ce qu'un député équivaut à un député partout ailleurs? Est-ce que dans une province donnée, je prends une province comme la province du Moun, qui a 2 députés, est-ce qu'elle a le même potentiel électoral que la province du Mondial, par exemple, qui a également 2 députés? La question qu'il faut se poser, c'est comment faire pour que le peuple soit véritablement représenté à l'Assemblée nationale. La représentativité réelle de nos populations au sein de l'hémicycle. On peut en discuter. Et je pense qu'il y a un travail fondamental à faire là-dessus, afin que les Burkinabés se sentent eux-mêmes impliqués
dans la gestion de la chose publique. Le nombre de députés, on peut en discuter. Personnellement, je suis par exemple sur la liste nationale, mais je me pose la question réellement de l'importance de la liste nationale. Je me pose la question, est-ce que 16 députés élus sur la liste nationale, qu'est-ce que ça représente? Ils représentent qui? Pendant ce temps, dans les provinces, il y a des députés qui représentent déjà les populations au niveau local. C'est un débat qui peut se mener. C'est un débat aujourd'hui qui rentre dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État d'une façon générale. Mais je pense qu'au-delà du fait que du nombre de députés, c'est le rôle fondamental du député aujourd'hui qu'il faut voir. Qu'est-ce qu'un député? Qu'est-ce qu'il a à faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et mon voisin de gauche disait tantôt, il a 3 rôles principaux. Concentrer l'impôt, voter la loi et contrôler l'action du gouvernement. Si ces rôles sont bien faits, nous pensons qu'il y a des propositions de loi qui peuvent aller dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés en passant par la réduction du train de vie de l'État. Et cela passe effectivement par comment aujourd'hui prendre en charge un député afin qu'il soit le reflet de nos populations. Aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, et c'est un débat, est-ce qu'aujourd'hui les députés représentent véritablement les populations à la base? C'est un débat qui peut être mené. Et je crois que tantôt sous la transition passée, nous avons vu toutes les couches sociales de la société burkinabé représentée au niveau de l'hémicycle. Ça a été une expérience avec ses acquis et ses faiblesses. Est-ce qu'il ne faut pas revoir? Je n'en sais rien, mais je pense qu'aujourd'hui, au-delà de l'hémicycle, il y a à réduire le train de vie de l'État sur plusieurs aspects afin que tous les Burkinabés puissent ensemble amorcer véritablement le chemin du développement tant souhaité et tant espéré par tous. Alors, sur ce plateau, Madame Rose-Marie Sawadogo est la seule qui a siégé à l'Assemblée nationale au compte de l'ADF-RDA. Quand on parle d'importance du député et que certains pensent qu'il faut même réduire le nombre ou supprimer l'Assemblée pour aller vers une autre démocratie, comment vous réagissez? Moi, je pense que le député, il est là pour représenter la population. Et c'est son rôle fondamental. Une fois qu'il est arrivé à l'hémicycle, il doit penser aux personnes qui l'ont délégué là-bas pour défendre ses intérêts. Et lorsqu'il est là, comme ils ont eu à le dire, pour les 3 mandats qui sont les mandats du député, c'est-à-dire le contrôle de l'action gouvernementale, qu'il le fasse correctement. Le député ne doit pas être un béni-oui. Le député doit défendre les intérêts des populations au détriment de ses propres intérêts. Et lorsqu'un texte arrive, le député a pour devoir de l'éplucher, de l'analyser. Et si lui-même n'a pas la maîtrise du texte, qu'il cherche des ressources complémentaires pour lui permettre de bien comprendre ce à quoi il s'engage à voter. Et il doit avoir la ligne directrice, c'est l'intérêt des populations. Et c'est ça vraiment le représentant du peuple. Et ça, j'y tiens énormément. Et tout le mandat que j'ai eu à faire, et ça, on a eu à me le dire, certains me disaient parfois, tu me fatigues. Je dis non, j'ai été voté pour ça. C'est pour éplucher au peigne fin tous les textes qui passent et voir si ça va vraiment dans le sens de l'intérêt des populations. Est-ce que ce qui est proposé dans la gouvernance, est-ce une gouvernance correcte? Est-ce que ça va dans le sens de l'intérêt des populations? Est-ce qu'il n'y a pas une dilapidation des ressources? Est-ce qu'on ne pourrait pas mieux faire en réduisant le train de vie de l'État? Et c'est ça le rôle fondamental du député. Monsieur Balima, vous êtes à la conquête d'un siège de député, enfin de plusieurs sièges de députés à l'Assemblée nationale. Quand on parle de rigueur, de contrôle, vous l'avez tantôt évoqué, qu'est-ce qui fait que vous ferez mieux que les autres si vous êtes élu? Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que le monde est à refaire. Nous pensons seulement que chaque génération joue sa partition, il faut parfaire le monde. Vous parliez tantôt du nombre de députés. Nous posons le problème autrement. Nous,
quand vous prenez ce processus électoral qui va coûter au pays la bagatelle de 40 milliards et plus, mais les partis politiques sont mal présentés dans le processus, alors qu'ils sont les pauvres parrains de cette affaire-là. Mal présentés. Mal présentés, on estime que ce sont les partis politiques qui s'enrichissent de ça, si le financement public c'est des milliards. Si on le dit aujourd'hui, ce qu'on appelle financement de l'État pour la campagne, si on vous dit la subvention de l'État pour la campagne, si on vous dit qu'un député n'a pas 50 000 francs pour aller battre la campagne, vous allez tomber des nues. C'est ça la réalité que les gens ne savent pas. Mais je dis, ce qui est plus grave dans notre pays, qui est une démocratie naissante, c'est surtout la caporalisation des institutions face aux chefs en place. Moi, je n'ai pas un problème avec 127 députés, compte tenu de la sociologie de notre pays. Je n'ai pas un problème avec 127 députés. Mais j'ai par contre un problème avec 127 députés qui oublient d'où ils viennent pour se battre, défendre même l'indéfendable, au péril même de la nation. Alors justement, qu'est-ce qui fait que vous ferez mieux que ceux qui... voilà. Non, nous disons que nous ferons mieux parce que nous avons... Non, nous ferons mieux, je suis complètement inscrit contre la démagogie, hein, mais disons simplement que nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut évoluer, il faut quitter le système de l'autocensure des institutions-là. Je ne veux pas de la confronter, la séparation des pouvoirs, ce n'est pas la confrontation des pouvoirs pour nous non plus, mais il faut que chaque Burkinabé, avant de poser un acte public, pense à l'avenir de son enfant, pense à l'avenir de la nation, et du même coup je voudrais que, à ces élections coupées-là, que chaque Burkinabé, en mettant l'urne, le bulletin dans l'urne, pense à la veuve du soldat qui est tombé, à la maman du soldat qui est tombé, au père, à l'orphelin qui est tombé aujourd'hui, parce que ce ne sont pas les broutilles de 10 000 de sacs de riz là qui vont sortir notre pays là de cette situation. Donc il faut, on a parlé tantôt de l'Assemblée, on parlera de la justice, on parlera de nos institutions. Nous avons, si vous voulez, madame, les meilleurs textes de la sous-région. Mais malheureusement, les hommes pour les appliquer font défaut. Nous ne dirons pas que les hommes pour les appliquer font défaut puisque vous êtes là et que vous êtes en campagne pour aller représenter le peuple et on suppose que vous êtes des valeureux, des Burkinabés valeureux qui aspirent à représenter les autres Burkinabés. Monsieur Nakoulman, dans combien de provinces est-ce que vous êtes engagé ou bien tous ceux qui veulent voter pour vous peuvent le faire sur tout le territoire national? En réalité, nous sommes engagés dans 2 provinces, Kadioro et Koulpeloro, et sur le plan national. Puisque nous sommes vraiment un parti de jeunes, et la majorité de ces jeunes sont à Ouagadougou. Donc il faut dire que beaucoup plus de nos forces est basées à Ouagadougou, en plus sur le plan national, liste nationale, et bien sûr celui de Koulpeloro. Donc disons en réalité 2 provinces. 2 provinces sur 45, est-ce que c'est pas peu? Non, je ne pense pas que c'est peu en réalité. Parce que chacun a une base, chacun sait où précisément il a une force et comment mobiliser. C'est comme je viens de vous le dire, c'est un parti de jeunes. Nous sommes à nos bureaux et nous sommes en train d'expérimenter, bien sûr. Et au fil du temps, bien sûr, il y a 45 provinces. Il se peut que vraiment le parti vraiment s'élargisse et ait quand même le bureau représente des listes en fait, qui vont représenter en fait, ces différentes provinces. Monsieur Zabrier, dans combien de provinces vous compétissez pour ces législatives-là? Bien, merci. Avant de dire, nous sommes dans 44 provinces, mais pourquoi 44 provinces? La France est un regroupement de partis politiques qui a décidé d'aller ensemble. C'est 3 partis réunis. C'est le FFS, dont je suis moi-même le président. C'est Agir, dont le président c'est le président Kanazoé Adama. Et l'AFD de Amadou Tapsoba. Nous avons essayé de voir les forces en place de nos différents partis et nous avons jugulé. Et chacun
proposer là où ils pouvaient effectivement engranger des voix. Nous ne sommes pas au San Maténa pour la simple raison que nous avons voulu être légalistes. Nous avons juste un document qui était légalisé en déposant nos listes. Comme on nous disait que ce n'était pas autorisé, nous avons purement et simplement retiré cette liste-là. Nous sommes dans 44 provinces et bien sûr la liste nationale. Et nous pensons véritablement faire quand même de bons résultats à ces élections qui viennent. Madame Sawadogo, l'ADF-RDA avait 3 députés dans la législature qui s'achève. Aujourd'hui, pour ces législatives, quelles sont vos ambitions et dans combien de provinces vous êtes? Je rebondis sur votre question. L'ADF-RDA a eu 3 députés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'insurrection, le parti a été suspendu et lors de la campagne électorale, il a été dit que le parti n'existait plus. Mais la force de l'ADF-RDA, c'est que c'est le plus vieux parti du Burkina Faso. Est-ce que ce n'est pas un handicap? Non, parce que nous avons justement les anciens qui sont là, qui sont la fidélité totale. Nous avons ces anciens, le pont entre les jeunes et l'ancienne génération. Et nous avons les femmes. Et vous savez qu'une femme, lorsqu'elle vous dit oui, c'est pour la vie. Quel que soit le problème que vous traversez. Et c'est ça notre force. Et si nous avons eu les 3 députés, alors que tout le monde disait qu'on était mort et qu'on n'aurait rien du tout, ça veut dire que le parti existe dans les cœurs et que ce parti est vivant. Et nous savons que pour ces élections, nous aurons un très bon score. Ça, nous le savons parce que nous sommes en train de faire le tour de toutes les provinces. Nous avons une liste sur les 45 provinces et la liste nationale. Et nous sentons un engouement des populations, une adhésion à ce que nous proposons. Et le soir du 22 décembre, nous ferons la 22 novembre, nous ferons la stupéfaction. Parce qu'il y a beaucoup qui disent vous n'aurez rien et ainsi de suite. Et ils seront surpris d'être surpris. Monsieur Balima, dans combien de provinces vous êtes et quels sont vos arguments pour convaincre l'électorat? Madame, le parti de Baobab au fruit doré qui symbolise l'arbre sous lequel les choses ont toujours été jouées en Afrique, présent dans 30 provinces, avec une liste nationale que je dirige. Je ne pourrai pas orienter tous les électeurs, mais je dirais à ceux du Kadiogo que c'est très simple pour voter l'UFC. L'UFC est positionné en dernière position au Kadiogo, dans la dernière colonne. Alors, pour dire simplement que nous, notre thème de campagne aujourd'hui, c'est une campagne d'interpellation, un appel patriotique à tous nos compatriotes pour que l'on comprenne que nous ne pouvons pas préférer un seul homme au Burkina Faso, peu importe son nom, au Burkina Faso. Le pays est en péril, c'est vécu depuis 5 ans, le Burkina a plongé dans un enfer jamais vécu. Il faut que chacun prenne ses responsabilités là où il est pour comprendre que le 22, cette misère, cet enfer-là doit prendre fin pour qu'on donne de l'espérance au peuple burkinabé. Alors, M. Nkouma, quels sont les arguments que vous développez qui peuvent militer pour que quelqu'un vote pour vous le 22 novembre? Merci beaucoup. Là, vous me demandez de déballer ici peut-être, comment on appelle ça? 2 arguments phares. Ok. Premier argument que nous avançons quand nous partons vers nos électeurs, c'est simplement leur dire, pas de promesses démagogiques, nous sommes un jeune parti et en plus un parti de jeunes. Nous ne voulons pas pour faire des promesses. Et d'ailleurs, mon professeur l'a si bien dit en précisant quels sont les domaines d'intervention en fait du député en réalité. Nous ne pouvons pas leur promettre que nous allons considérer des CSPS, de quoi non, nous n'avons pas ce pouvoir-là. Nous leur disons simplement, nous sommes un jeune parti et nous voulons beaucoup travailler avec la jeunesse et les femmes.
Et surtout, que vous venez de le dire, nous ne sommes pas installés dans toutes les provinces. Et nous le disons simplement, nous allons bien sûr installer des bureaux, parce que les élections législatives, c'est maintenant, mais il y a d'autres élections qui viennent, à savoir en mars, bien sûr, en ce qui concerne les élections municipales. Nous allons installer des bureaux et beaucoup vraiment booster, promouvoir la jeunesse et les femmes. Alors, en termes de promotion de la jeunesse et des femmes, M. Zabré, c'est ce que beaucoup de la société civile reproche aux partis politiques, de faire très peu de place à la jeunesse. Et pourtant, ce sont eux qui sont en première ligne quand il s'agit de combattre et de défendre la nation. À votre niveau, comment sont traités les jeunes? Est-ce qu'ils sont sur vos listes? Absolument. Nous sommes nombreux d'ailleurs sur nos listes. Nous avons, au risque de me tromper à 1% près, la moyenne d'âge de nos listes tourne autour de 32-33 ans. 32-33 ans, parce que nous avons dit dans notre préambule d'ailleurs que la jeunesse burkinabé a toujours été utilisée pas à bon escient. Quand on a besoin d'elle pour battre le pavé, on l'appelle, mais jamais responsabilisée parce qu'elle a les compétences et elle a des acquis. On l'utilise quand on veut qu'elle fasse, je dirais, les travaux de bas niveau, ou pour aller faire, je dirais, excusez-moi du terme, n'importe quoi. Mais quand il s'agit de les responsabiliser, que ce soit sur le plan politique ou professionnel, on n'a pas confiance aux jeunes. Nous disons que, pour nous, c'est permettre aux jeunes de rêver avec ambition et éventuellement diriger avec conviction. Cela passe par la formation. Nous avons commencé à faire des formations pour les jeunes dans différents domaines, techniques d'élevage. Nous avons formé des femmes, des milliers de femmes actuellement en saponification. Tout cela pour leur permettre d'être d'abord eux-mêmes acteurs de leur propre développement et acteurs de création de richesses qui permettront, tous ces facteurs permettront à la jeunesse d'être indépendante, de ne pas attendre qu'on vienne lui donner 1 000 ou 2 000 francs pour son grain de thé, mais d'être lui-même acteur de développement pour lui, pour sa famille et également pour la nation. Parce que quand quelqu'un travaille, quand quelqu'un crée de la richesse, ça bénéficie à tout le monde. Pour nous, la jeunesse est au cœur de notre dispositif de combat. Aujourd'hui, notre politique actuelle de mobilisation, c'est justement, nous les appelons les lieutenants, les commandos. Pourquoi? Parce qu'on a demandé à chaque jeune d'être acteur lui-même, d'aller expliquer à tous les jeunes, d'aller expliquer aux vieilles personnes, d'aller expliquer aux femmes, d'aller expliquer à tout le monde qu'aujourd'hui nous avons besoin que la jeunesse se prenne en charge, que la jeunesse consciente comprenne que c'est aujourd'hui qu'elle doit se lever et se battre. Je suis président d'un parti sankariste, le FFS. Quand le capitaine Thomas Sankara et ses compagnons prenaient le pouvoir, il n'avait que la trentaine. Aujourd'hui, beaucoup sont au-delà de la trentaine, mais pas responsabilisés. Pourquoi? Il faut se poser les bonnes questions et trouver les bonnes réponses. Je pense qu'aujourd'hui, il faut davantage responsabiliser des jeunes qui sont aujourd'hui compétents, qui sont formés. Et quand je parle de former, il faut justement revoir notre dispositif d'éducation. D'éducation parce que nous formons beaucoup de chômeurs. Mais c'est justement ces chômeurs qu'il faut reconvertir en leur permettant eux-mêmes d'auto-entreprendre, en permettant aux femmes également d'arriver à, comment on appelle ça, à s'autonomiser afin de ne plus être dépendante de leur mari ou de la société. Donc pour nous, le plus important, c'est les jeunes d'abord, la femme, parce que quand on dit jeune, il y a des femmes dedans, la femme, parce que c'est les principaux acteurs et vecteurs du développement. On reviendra sur le sujet de la femme. Madame Saadrou, vous avez dit tantôt, l'ADF-RDA est le plus vieux parti en ce moment en compétition. Est-ce que cette longévité dans le temps n'est pas un handicap pour promouvoir la jeunesse au sein de votre parti? Au contraire, l'ADF-RDA est le parti qui forme le plus de jeunes. Nous avons au niveau de notre bureau politique 47% de jeunes. Nous avons au niveau de nos listes électorales, et il faut que je vérifie, le minimum c'est 55% à 67% de jeunes. Et quand nous disons jeunes, nous respectons la norme de l'UNOA, c'est-à-dire de 15 à 35 ans. Et au niveau de l'ADF-RDA aujourd'hui, ceux qui tiennent
tous les leviers au niveau du parti, ce sont les jeunes. Et c'est pour ça que je dis, l'ADF RDA, le plus vieux parti du monde, a su faire sa mue et faire le pont entre l'ancienne et la jeune génération. Et justement, nous sommes presque tous ceux qui sont allés dans les autres partis étaient à l'ADF RDA et ont été formés par l'ADF RDA. Et nous mettons le paquet sur la formation. La formation à l'intérieur du parti et la formation à l'extérieur du parti. Et notre chance, notre président est le président du réseau libéral africain. Et ce réseau regroupe 57 partis. Ce qui nous permet d'envoyer nos jeunes au niveau de chacun de ces pays en formation pour aller voir ce qui se passe ailleurs, pour leur permettre justement d'améliorer leur connaissance du fonctionnement de l'État et de pouvoir eux aussi retransmettre aux autres. Et vraiment, c'est l'une des plus grandes réussites de la DFRDA, c'est cette inclusion et cette formation des jeunes. Monsieur Balima, quelle est la place des jeunes au sein de votre parti et sur vos listes électorales? Je vous dis, sans risque de me tromper, que nous avons fait pratiquement de 100% jeunes et de 50% dans le respect du quota de genre. 100% jeunes, ça veut dire quoi? 100% jeunes, nous n'avons pas... Madame parlait des normes de l'UMOA de 15 à 35 ans. Peut-être que à tout plus, nous n'avons pas un candidat de 50 ans sur nos listes. Y compris moi, peut-être que vous me donnerez 50 ans alors que ce n'est pas arrivé. D'accord, soyez tranquille. Alors, donc ceci dit, vous venez de toucher un point important qui... Oui, la jeunesse, les femmes, ce sont les fers de lance de toutes les luttes depuis les temps prophétiques. Mais malheureusement, les mal servis lors des promotions. Oui, nous avons un problème, un petit souci à ce niveau. Dans l'histoire, même les prophètes n'ont pas pu faire passer un message, porter un combat qui n'a été que par les jeunes. Mais encore faut-il être des jeunes conscients, ambitieux, qui ne veulent pas être de bons petits. Parce que quand toute une jeunesse se fixe pour objectif d'être les bons petits, de ceux-là même qui hypothèquent éternellement leur avenir, évidemment, tu ne peux pas jouer ce rôle-là et vouloir mériter un transfert de compétences. Je suis désolé, on te fera un transfert de haine. On parle de votre parti. Oui. On parle de votre parti. Quelle est la place que vous donnez aux jeunes sur vos listes? Si on va sur les normes de l'UEMOA 15 à 35. Nos listes sont complètement jeunes. Ce sont des étudiants, ce sont des jeunes travailleurs. Et nous avons, en termes de respect du quota genre, nous n'avons même pas fait 30. Nous sommes allés à plus de 50% du quota genre. Donc c'est pour dire simplement qu'il faut que nos mamans, nos sœurs, qui paraissent pratiquement comme un bétail électoral pour les partis politiques en cette période-là, comprennent que c'est l'avenir de leurs enfants, c'est leur avenir même, qu'elles hypothèquent, parce que pour 1000 francs, un sac de riz, c'est plus important que ça. Qu'un jeune comprenne également que son rôle générationnel n'est pas de suivre ceux qui sont en train, ceux qui n'ont plus d'avenir, ceux qui ont leur avenir derrière eux. Il faut s'assumer. C'est pourquoi nous disons à l'UFC, l'indépendance a un coût, l'indépendance a un prix. On ne peut pas être un serviteur zélé, un bon petit et vouloir de la responsabilité. C'est contradictoire. Pour revenir au quota genre, à la fin de la révision des listes électorales, la CENI a fait un constat. Il y a moins de femmes inscrites sur les listes électorales que d'hommes. Qu'est-ce que vous comptez mener comme plaidoyer ou comme activité une fois que vous serez élu à l'Assemblée nationale pour inverser cette tendance? Merci bien. Si toutefois vraiment
nous sommes élus pour la législation pour le 22 novembre. Je me rappelle bien qu'en plénière, bien sûr, la question était soulevée, puisque il y a eu des partis qui ont posé la question pour ceux qui n'ont pas respecté, bien sûr, le quota genre, quelles sont les sanctions en fait, qui peuvent être infligées en fait, à ces partis-là. Est-ce que vraiment c'est à travers, bien sûr, la subvention qu'il va falloir vraiment revoir comment en fait booster, comment inciter en fait ces partis-là à respecter en fait ce quota genre. Déjà, je vous rassure que nous l'avons respecté, on aime aller au-delà, comme le professeur l'a si bien dit. Si, revenons à votre question, si toutefois nous sommes à l'Assemblée, bien sûr, c'est bien sûr toujours dans le sens en fait, des tests. Parce que le député ne peut qu'agir que dans le sens des tests. Le député, ce n'est pas la justice qui est chargée bien sûr de sanctionner, de voir dans quelle mesure cela peut vraiment être respecté à travers les contraintes. C'est bien sûr revoir la subvention, encourager vraiment les partis qui respectent bien sûr ce quota genre à travers les subventions bien sûr et sensibiliser, demander aussi les femmes là, de prendre la responsabilité d'accepter. Parce qu'il y a bien sûr des femmes qu'on demande, nous avons eu ce problème-là, des femmes qu'on demande en fait d'être sur la liste, comme nous, elles disent que non, elles ne veulent pas être titulaires, mais elles préfèrent être suppléants. Donc on se pose la question, pourquoi en fait cela? Donc c'est d'abord de sensibiliser et demander même aux femmes aussi de prendre leurs responsabilités et accepter déjà d'heure cette idée-là pour pallier bien sûr à cette situation. Alors, l'une des raisons qu'on avance pour justifier le faible taux d'inscription des femmes sur les listes électorales, c'est le fait que beaucoup d'entre elles n'ont toujours pas d'acte de naissance, n'ont pas de CNIB, une des conditions pour s'inscrire sur les listes électorales. Et on le dit, la pauvreté au Burkina Faso a un visage féminin. Vous, à l'AFA, en tant que potentiel législateur, quels sont vos projets pour améliorer cette condition de la femme au Burkina Faso? Merci, je vais juste rebondir sur la question précédente. En fait, juste pour dire que, au-delà, quels que soient les textes qu'on aura par rapport au quota genre ou autre, les textes ne valent que parce qu'il y a des acteurs qui sont là pour les appliquer. Ça, c'est un. Et deuxièmement, les pesanteurs culturels, socioculturels ont fait que la femme est à marge du processus global, en fait, politique. Aujourd'hui, quand vous cherchez des femmes dans nos partis politiques, il faut aller fouiller et fouiller. Je félicite Mme Sawadoué ici, qui n'a pas attendu le quota genre pour se mettre en politique et aujourd'hui à l'hémicycle. Nous pensons que le plus important, c'est la sensibilisation. Premier facteur. Deuxième facteur, c'est la capacité à lever les pesanteurs sociales qui existent sur la femme. Permettre à la femme d'être autonome financièrement et socialement. Quand une femme dépend à 99% de son mari, alors que c'est elle qui fait tout le travail, que ce soit en amont ou en aval, quand une femme n'a pas un espace à elle-même qui puisse lui permettre de s'engager dans les activités politiques et même des activités sociales d'une façon générale, il est difficile pour elle de s'engager en politique. Pour nous, nous pensons qu'au-delà des textes, il y a une sensibilisation qu'il faut faire pour lever les pesanteurs. Non seulement sensibilisation au niveau des hommes, parce que c'est eux qui appliquent ces pesanteurs sur les femmes, même si c'est de façon culturelle, traditionnelle que ça existe, pour qu'ils comprennent que la femme est un levier de développement. L'un des meilleurs leviers de développement, c'est la femme. Parce que dans le contrée, regardez, c'est elle qui fait tout. Donc déjà, sensibiliser les hommes, sensibiliser les femmes quant à leurs responsabilités dans la société, parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que quand on confie quelque chose à une femme, généralement, le résultat est probant. Et un de mes prédécesseurs disait tout de suite, quand une femme est d'accord avec toi, elle est d'accord jusqu'au bout, elle va faire ce qu'elle dit. Donc nous pensons que déjà c'est la sensibilisation, au-delà des textes, parce que les textes existent. Mon voisin disait que le Burkina est l'un des meilleurs, les meilleurs textes de la sous-région. Oui, mais au-delà des textes, il faut sensibiliser. Il faut amener les acteurs sociopolitiques à ce qu'ils puissent comprendre que la femme est un être à part, qui puisse également, comme l'homme, prétendre à tous les postes, mais je suis contre, et ça c'est un avis personnel, que nous puissions faire de la discrimination positive. Elle n'est pas porteuse. Dans le pays européen, ce n'est pas... Angela Merkel n'a pas entendu un quota genre pour être
chef de l'Allemagne pendant combien de temps? Il y en a beaucoup. Madame Sawadogo, vous êtes une femme députée engagée dans la politique et comment vous réagissez, vous, quand à la nomination d'une femme, on se demande si elle est compétente et quand c'est un homme, on se dit automatiquement qu'il est compétent. Est-ce que vous avez dû faire face à ces facteurs-là pour émerger au sein de votre formation politique et à l'Assemblée? Je vous dirais que la base de tout, c'est l'éducation. Et je vais vous donner une citation du président d'honneur de l'ADF-RDA, Feu Ouédraogo Kamo-Gérard, qui disait « On va à la vie comme on vous conduit initialement dans la vie ». À cet égard, l'éducation est la base de tout. Et le manque d'éducation explique beaucoup de choses. L'éducation implique un milieu, une culture. Et je rebondis sur cela pour dire que c'est la base même de l'éducation que nous recevons dans nos familles, dans nos sociétés, qui vont faire que la femme s'engage ou qu'elle ne s'engage pas. Et la compétence pour une femme, quel que soit le niveau de compétence d'une femme, il faut qu'on apprenne à la femme à être quelqu'un qui est sûr d'elle. Quand vous êtes sûr de vous, on ne peut pas vous démonter. Vous avez les arguments pour combattre tout ce qu'on dira contre vous. Et c'est ça, c'est la base de l'éducation. Et c'est cette éducation, justement, puisque nous passons par les normes sociales. Et les normes sociales, qu'on le veuille ou pas, elles sont toujours d'actualité. Parce que dans nos esprits, la femme est faite pour rester à l'intérieur et l'homme est fait pour être dehors. Donc la politique, ça ne concerne pas la femme. Et une femme qui veut aller en politique, nos pionniers ont énormément souffert. Certains disaient que la politique s'était réservée aux femmes dévergondées et à celles qui n'ont pas de propriétaire. C'est pour ça que je dis que nos devancières ont énormément souffert. Elles ont souffert comment? Parce qu'une femme, pour la déstabiliser, qu'est-ce qu'on fait? On détruit sa réputation. Et on inocule des rumeurs pour la dévaloriser. Et moi, ce qui me révolte, plus un homme est un coureur de jupons, plus il est valorisé. Et le contraire, maintenant, pour la femme, on essaye de la détruire par cette voie-ci. Et c'est ce que je disais à mes soeurs. Il faut faire attention. Même au sein de l'hémicycle, j'ai eu à le dire à certaines de mes jeunes sœurs. Parfois, il y a des plaisanteries qui sont équivoques. Et c'est sur la base de cela qu'on vous juge. Et qu'on va commencer à répandre des rumeurs sur vous. Et il faut justement, pour clouer le bec aux hommes, ce ne sont pas nos adversaires. Nous sommes complémentaires. Leur montrer que vous êtes performants. Ce ne sont pas nos ennemis, mais plutôt nos adversaires. Nous sommes complémentaires. Je dis que ce n'est pas nos ennemis, nous sommes complémentaires. Et pour justement arriver à cela, il faut que la femme cultive la performance. Et comment elle cultive la performance? C'est en s'auto-formant tous les jours de sa vie. Il faut qu'à chaque moment, lorsqu'on vous prend sur un dossier, vous l'avez déjà analysé, vous l'avez étudié et vous avez la ligne qu'il faut suivre et vous avez les arguments pour le défendre. Et c'est à ce niveau, et je disais toujours, la femme, dès qu'elle naît, il faut qu'elle se batte. Elle se bat à la naissance, parce que dans certaines familles, on ne veut pas de filles, mais on veut des garçons. Elle se bat pour l'éducation. Dans certains milieux, on dit qu'il faut mettre le garçon à l'école, mais pas la fille. Elle se bat au niveau de l'école pour montrer qu'elle est performante. Elle se bat au collège, elle se bat au niveau de l'université, elle se bat dans son couple, elle se bat dans la société et elle se bat dans le niveau de travail. Et ça, il faut vraiment que la femme le prenne sur elle. Et moi, j'ai eu la chance. C'est une chance et une malchance. Je suis la veuve du commandant Sawadou Amadou. Et donc, quand on a assassiné mon mari, j'ai dû partir à l'international. Et vous savez que dans l'international, il faut montrer que vous êtes performant. Et ça m'a justement appris à
à nous vendre comme ils disent. Pas se vendre de la manière péjorative, mais montrer que vous êtes performant, montrer que vous avez du répondant, montrer que vous savez de quoi vous parlez. Et c'est ça qu'il faut que l'État... Et c'est justement ce que nous faisons à la DFRDA, c'est développer la capacité d'agir des femmes, développer la capacité de s'exprimer des femmes et surtout développer la confiance en soi pour qu'on ne puisse pas les démonter. Monsieur Issa Balima, quand vous voyez des statistiques où les femmes sont celles qui sont le moins inscrites et que même le quota genre est difficilement appliqué, surtout par les grands partis, comment vous réagissez et qu'est-ce que vous entendez fournir comme effort si vous êtes à l'Assemblée nationale pour que ça change? Un peu comme pour aborder dans le sens de l'honorable Petit Yadigala, même les pères fondateurs de la démocratie ont dit qu'il ne pouvait pas y avoir de démocratie sans information. Nous avons un brave peuple fait de femmes et d'hommes. Plus de femmes que d'hommes en ce moment. Merci bien. Mais malheureusement, en dehors de la parenthèse du CNR révolutionnaire, toutes les politiques publiques, d'abord la formation politique n'existe pas classiquement, et toutes les politiques publiques ont visé se sont opposés à l'émancipation de la femme, se sont opposés à l'émancipation des jeunes pour en faire un bétail électoral constant. Oui, on constate que la question du quota des gens, les grands partis, les 10 grands partis, ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce que ils sont débordés. Vous voyez, l'une des cadres politiques, l'une des rares cadres politiques a été restée fidèle à un parti d'opposition après 2014 et même avant, je suis d'accord, mais elles ne sont pas beaucoup. Quand vous voyez au minimum une femme qui a le bac, qui se lance, mais elles sont par contre dynamiques dans leurs associations, mais deviennent subitement un bétail électoral quand la question politique se pose. Ben, évidemment, si vous ne voulez pas vous battre pour mériter vos places et vous courez pour les facilités des partis, des grands partis, évidemment, ne vous attendez pas à être bien servi. Ça, c'est une évidence. C'est la même chose pour les jeunes qui, au lieu de se déterminer, de se battre, de participer au combat générationnel qui est le leur, deviennent des activistes défenseurs de l'indéfendable. Mais sur la toile burkinabé aujourd'hui, c'est plus qu'une guerre. Finalement, on ne sait pas qu'est-ce que vous ferez. Non, nous disons simplement qu'il faut que chacun comprenne d'abord qu'il est artisan de son propre développement. Il faut que les femmes et les jeunes comprennent qu'aucun politique ne viendra leur sortir comme les gens le penseraient, Jésus viendra, le Christ viendra nous amener au paradis. Non, il faut être conscient de ses missions, de ses devoirs. J'ai toujours dit, se déterminer, se battre, ce n'est pas tout ça, ce sont des choses qui peuvent se faire dans la courtoisie, dans le respect des aînés. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur de MP Futur, Monsieur Joseph Nkrumah, si on vous donnait 30 secondes pour parler aux électeurs et aux électrices qui sont devant leurs petits écrans sur la nécessité de vous voter le 22 novembre, qu'est-ce que vous allez leur dire? Nous dirons simplement que nous sommes la voix des sans-voix, la jeunesse qui veut prendre cette responsabilité, bien sûr. Donc, de voter massivement, voter utile et voter un peu futur. Monsieur Zabré, vous êtes représentant ici sur ce plateau d'un regroupement de partis, l'Alliance des forces pour l'alternance. Qu'est-ce qui peut décider le téléspectateur, la téléspectatrice à voter pour vous?
Ce qui peut pour nous, d'abord, c'est ce que nous avons eu à faire pendant ces dernières années, et dire que notre ambition, c'est de faire de la jeunesse et de la femme le fer de lance du développement. Nous demandons à ce que tous votent la clé, symbole de notre regroupement, la clé qui, quand on a une clé par devers soi, on s'ouvre toutes les portes du bonheur, bien sûr, et souvent quand on a la clé avec soi, on peut garder nos biens en sécurité. Donc confiez-nous votre clé, nous serons vos voix, nous serons vos défenseurs, nous serons tous proches de vous, comme nous l'avons toujours été en ces moments difficiles de Covid, en ces moments difficiles avec les personnes défavorisées à qui nous avons porté secours, et nous pensons que toujours, sans être à l'hémicycle, nous le faisons, nous serons toujours proches de vous et nous serons vos voix à l'hémicycle afin que vos préoccupations soient prises en compte par l'ensemble de l'exécutif, afin que nous puissions avoir un Burkina prospère et véritablement engagé pour le sens de son développement. Je vous remercie. Madame Sawadro, vous représentez sur ce plateau le plus vieux parti qui existe en compétition au Burkina Faso. Qu'est-ce qui peut décider ceux qui sont encore indécis à voter pour vous le 22 novembre pour les législatives? Nous disons qu'à l'ADF-RDA, nous comprenons les préoccupations des populations et nous essayons de trouver une solution qui fasse l'unanimité. Nous sommes un parti de consensus, un parti de cohésion, un parti de paix. Et nous ne laissons personne au bord du chemin. Et nous travaillons avec tout le monde. Nous n'avons pas de chapelle. Nous ne faisons pas de la démarcation physique. Nous essayons de prendre toutes les compétences possibles et inimaginables pour justement assurer un bon devenir à cette patrie, le Burkina Faso, que nous aimons tant. Monsieur Balima, qu'est-ce qui fait qu'on doit voter pour vous? Qu'est-ce qui peut décider, quels arguments peut décider l'électorat à choisir de mettre le doigt sur votre spécimen? Sur le baobab ou fruits dorés, c'est ça le spécimen, c'est ça le logo. D'accord. C'est juste pour dire que ça fait quand même un bout de temps nous donnons de la voix sur la scène politique. Nous avons toujours clamé haut et fort que nous croyons au dialogue pour régler toutes les questions politiques au lieu de la violence, au lieu des armes. J'en appelle à voter dans les 30 provinces le parti de Baobab aux fruits dorés. Je dis simplement, pour finir, nous sommes en coalition, puisque c'est une élection couplée, je m'en voudrais de n'avoir pas rappelé aux sympathisants, aux militants et au peuple burkinabé que nous sommes un allié, un soutien aussi de taille du président, du candidat Edi Kombebo, dont nous appelons à voter à la présidentielle et voter législative UFC pour qu'on ait un groupe parlementaire conséquent pour aussi soutenir cette alternance générationnelle qui se présente comme l'alternative crédible pour notre pays. Alors, c'est tout pour cette émission au cœur des législatives. Un rappel, au cœur des législatives se déroule sous le regard du Conseil supérieur de la communication. Nous aurions dû recevoir 6 partis politiques sur ce plateau et malheureusement 4, ou heureusement, je ne sais pas, 4 ont répondu à notre invitation. Il s'agit du mouvement panafricain des Forces Unies pour le travail, l'Union et la Renaissance, MP Futur, de l'Alliance des Forces pour l'Alternance, AFA, de l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain, RDA, et de l'Union des forces centristes, UFC, 2 partis, les ouvriers de la paix et du développement, OPD, et le Nouveau Temps pour la démocratie, NTD, n'ont pas répondu à notre invitation. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur la RTD.